Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'informations sur A30 Télévision. D'abord, les titres. Réponse du berger à la bergère. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a réagi aux propos de Paul Kagame, accusant les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, de violer les principes des accords signés par la République démocratique du Congo. La justice s'occupera prochainement de Paul Kagame, a dit Patrick Muyaya. Les députés provinciaux Mike Mukebai pensent que le régime Tshisekedi ne gère pas très bien la question de l'insécurité à l'est du pays. Pour le cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, il faut négocier avec le M23. Mike Mukebai est l'invité de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir. Ouvrons cette édition d'information par cette nouvelle. En visite aux Comores, le président de la République, Félix Tshisekedi, a été reçu jeudi par son homologue Azali Assoumani. Une visite éclair qui a permis au chef de l'État congolais de dénoncer pour une énième fois l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda via ses supplétifs du M23. Arrivé dans la capitale comorienne jeudi après sa participation au forum Mining Indaba en Afrique du Sud, le président de la République Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame, a été accueilli au pied de l'avion par le président des Comores Azali Assoumani. C'est dans la soirée que les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête au palais présidentiel. Azali Assoumani et Félix Tshisekedi ont discuté des différents conflits régionaux qui gangrènent le continent et la région du Grand Lac. Une occasion pour le chef de l'État congolais de dénoncer l'agression de son pays par le Rwanda. Le président Azali va devenir notre président, le président de notre organisation dans quelques jours. Donc il fallait que je vienne le voir, partager avec lui cette petite expérience que le Congo a connue avant lui. C'est vrai que lui, c'est un homme d'expérience, de plus d'expérience que moi. Comme nous sommes amoureux de l'Afrique tous les deux, nous avons parlé, comme il vous l'a dit, de tous les problèmes qui touchent surtout à la sécurité de certaines régions en Afrique et évidemment donc également dans les Grands Lacs. Signalant que les Comores prendront la tête de l'Union africaine à l'issue du prochain sommet de cette organisation régionale. La situation sécuritaire dans la cité de Kwamouth était au centre d'un briefing presse conjointement animé jeudi par le porte-parole du gouvernement, le vice-ministre de l'Intérieur et la ministre après le président de la République. D'après le gouvernement, la paix est revenue à 80% à Kwamouth grâce à une mission diligentée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Devant la presse, aux côtés du porte-parole du gouvernement et du vice-ministre de l'Intérieur pour apporter de l'éclairage sur la situation sécuritaire à Kwamouth, la ministre après le président de la République, Nana Manouanina, a indiqué que la paix est revenue à 80% dans le territoire de Kwamouth situé dans la province de Mai-Ndombe. Évolue très bien parce que les populations regagnent déjà leur village, surtout avec la présence de la police. Et ils ont maintenant confiance qu'ils peuvent regagner leur village. Et de plus en plus, il y a du calme. On n'entend plus parler de villages incendiés, de gens décapités. Mais ça n'exclut pas les quelques points chauds qui restent, les quelques coins là où on continue à travailler. Et c'est par là que d'ailleurs nous étions tout à l'heure en train de féliciter la commission, de louer les efforts que cette commission-là a fait sur terrain parce que ce n'est pas une tâche facile. Pour sa part, le vice-ministre de l'Intérieur note que notre délégation sera dépêchée dans les prochains jours pour dialoguer avec les chefs coutumiers. La deuxième mission qui est attendue, celle de dialogue entre les notables, la notabilité de deux communautés doivent rester maintenant ensemble dans des rites ancestraux pour enterrer définitivement les haches de guerre, pour que ce type de choses n'arrive plus jamais. La commission mise en place pour résoudre cette situation a 3 missions, celle d'évacuer les enfants qui ont répondu à l'appel du chef de l'État, de pouvoir rendre les armes et sortir de la forêt, de réconcilier les chefs coutumiers et de traduire en justice les responsables de ces actes barbares.
Les propos de Paul Kagame contre Félix Tshisekedi sur le respect des accords n'ont pas laissé indifférent le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Lors d'un briefing presse, le ministre de la Communication et Médias a souligné que Paul Kagame s'agite pour chercher à se justifier et continuer à causer du tort aux populations. Et donc tous les propos qu'il tient, c'est pour essayer de justifier son agenda caché qui vise à maintenir l'Est de la République démocratique du Congo dans l'instabilité pour lui permettre de continuer les pillages. Les problèmes à l'Est de la République démocratique du Congo sont des problèmes qui sont connus et les solutions sur papier sont connues. Il faut au président Kagame de comprendre que le temps de la violence est révolu et que maintenant le temps de la paix est arrivé. Donc il vaut mieux pour lui qu'il arrête tous ces faux fuyants et qu'il souscrive à sa responsabilité, qui est celle de cesser de soutenir les M23. Tous les grands pays de la communauté internationale les ont déjà signifiés. Pour le reste, c'est des agitations qui, malheureusement, lui permettent de continuer ou de penser pouvoir se dérober des responsabilités qui sont les siennes dans les massacres en cours en République démocratique du Congo. De toute façon, le moment venu, la justice s'en occupera. Dans un autre chapitre, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a inspecté les travaux de construction du centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale et de l'Institut national des arts. L'exécution des travaux de ces infrastructures situées en face du palais du peuple ont atteint 70%, selon le constat du ministre Alexis Guissaro. Ces ouvrages seront livrés en décembre 2023. En décembre 2023, selon le timing des travaux, la RDC sera dotée d'un centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. C'est la foi du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, après la visite ce mercredi 8 février au site qui accueille les travaux de ce projet important qui comprend un centre culturel, un centre d'accueil, l'Institut national des arts, un gymnasme et bien d'autres espaces sportifs. Accompagné de la délégation chinoise venue à Kinshasa pour le suivi de ce projet, des techniciens et ingénieurs chinois qui exécutent le travaux dans le cadre de ce projet qui a vu son démarrage en octobre 2019 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre d'État, Alexis Guissaro-Mouvouni, s'est dit satisfait du taux d'exécution des travaux estimés à 70% et de la qualité des ouvrages. Alexis Guissaro-Mouvouni n'a pas manqué de louer ce projet qui symbolise la vitalité de la coopération sino-congolaise. Pour le gouvernement, c'est un projet important. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ce projet a été lancé par le chef de l'État lui-même en 2019 au travers de la pose de la première pierre. Et nous pensons qu'à l'achèvement, il viendra lui-même inaugurer ce grand ouvrage. La partie chinoise a soumis au patron des ITP quelques difficultés rencontrées dans la réalisation de ce projet, des contraintes bien prises en compte par Alexis Guissaro-Mouvouni. Nous devons aussi trouver des solutions adéquates pour ce qui concerne la fourniture d'énergie. Plus tard, enfin, ils nous ont également proposé que des formations à partir du mois de juin soient effectuées pour la poursuite. Une fois qu'ils nous auront remis les ouvrages en main, comment est-ce que ça va être géré? Une fois achevé, ce projet, évalué à 100 millions de dollars américains, apportera une nouvelle touche dans la carte postale de la capitale congolaise. Rendons-nous à la Commission électorale nationale indépendante. Les États-Unis saluent les efforts de la CENI dans l'évolution du processus électoral. C'est l'essence de la déclaration des diplomates américains Stephanie Mealy et John Dunlop. Ils ont été reçus jeudi par Denis Kadima, président de la centrale électorale. Les échanges entre le président de la centrale électorale et ses hôtes ont porté sur le processus électoral, précisément sur l'opération d'enrôlement
et d'identification des électeurs. Stéphanie Meley, directrice de mission adjointe de l'ambassade des États-Unis, et John Dunlap de l'USAID ont loué les efforts de cette institution dans l'évolution du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. J'étais ici avec le député chef de mission pour l'ambassade américaine, Stephanie Miley. On a fait une réunion avec le président de CENI. On a discuté beaucoup de différents sujets sur les questions de registration ou enregistration de gens partout dans le pays, les défis, les succès qu'ils ont faits. On a demandé beaucoup de différentes questions de différentes situations, de différentes zones, zone 1, zone 2, zone 3, le progrès qu'ils ont fait et les problèmes qu'ils ont trouvés. À la fin de réunion, je dois être honnête, j'étais très satisfait avec les réponses et on a vu que dès qu'il y a pas mal de défis que CENI a rencontrés sur terrain, ils font un progrès admirable et nous espérons que ça va continuer et que le partenariat avec le USAID pour observer et soutenir le processus, ça va continuer. Par ailleurs, il réitère le soutien de l'administration Biden pour l'aboutissement de ce processus. Ici de noter que jusqu'à là, la CENI a lancé l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première et la deuxième ère opérationnelle. Un mot en culture, l'artiste Blaise Boula remplace Jossar Nyokalongo à la tête de la SOCODA, Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins. Il a été voté en marge de l'Assemblée générale de la SOCODA qui a eu lieu jeudi au Musée national de Kinshasa. Reportage. C'est la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine qui a présidé l'Assemblée générale élective de la Société congolaise de droits d'auteur et de droits voisins, SOCODA en sigle. Plusieurs culturels, musiciens, écrivains, comédiens et autres ont pris part à cette session élective organisée conformément à l'ordonnance du Conseil d'État qui a coupé à la crise au sein de cette structure. Le ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine pèsera vraiment de tout son poids pour que ces pratiques néfastes s'arrêtent et que les assemblées générales futures se tiennent régulièrement afin d'instaurer la bonne gouvernance axée sur les principes de redevabilité, de l'inclusivité et de participation à la gestion. L'élection a eu lieu sous l'œil de la ministre de tutelle et différents témoins. Au finish, l'artiste Blaise Boula a été élu président du conseil d'administration de la SOCODA. C'est un sentiment de joie, c'est naturel, mais c'est des charges aussi que vous portez, parce que rehausser le niveau de gestion de la SOCODA n'est pas mince affaire. Il faut respecter les normes internationales, il y a plein de choses à maîtriser, et surtout les humeurs. Mais on connaît un peu le milieu dans sa diversité. J'ose croire qu'avec toutes les disciplines qui sont représentées au niveau du conseil d'administration, les choses iront bien. Les différentes coopérations qui constituent les conseils d'administration de la SOCODA seront composées chacune de 11 membres. La commission audiovisuelle, par exemple, sera présidée par Mbaki Mazala Simon. Un mot en sport, l'une des légendes du football congolais et de l'Afrique raccroche les crapons. Il s'agit de Trésor Poutumabi, joueur du tout-puissant Mazembe qui a mis fin à sa carrière à l'âge de 37 ans. L'ancien capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo a officialisé sa retraite jeudi après avoir marqué pendant plus d'une décennie le football congolais de ses talents. Surnommé les Trésors national, Poutumabi a gagné une Ligue de champions et une Super Ligue de la CAF avec son club, le tout-puissant Mazembe, un clubber. En sélection nationale, il a également remporté les championnats d'Afrique des Nations édition 2009. Mesdames, Messieurs, comme je l'ai dit en début de cette édition d'information, nous recevons Mike Moukebaï, honorable député élu de la commune de Lingwala. Il est membre cadre d'Ensemble pour la République qui est proche de Moïse Katumbi. Nous allons parler avec lui
à la question liée à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mike Mkebaï, bonjour. Bonjour. La question d'insécurité à l'est du pays persiste et les manifestations sont organisées en commun pour dire non à la force des l'EAC. Pensez-vous que c'est une bonne démarche de la population de l'est du pays? Non, je comprends la réaction de mes compatriotes de Goma. Ils sont excédés et normal qu'ils manifestent. Mais en même temps, je les appelle à beaucoup de responsabilités parce que j'ai remarqué que les 2 premières journées de manifestation ont connu des attaques, si je peux dire entre guillemets, ciblées contre certains intérêts Tutsis, ce qui risque de laisser croire que les Tutsis sont stigmatisés. Donc je les appelle à ne pas tomber dans ces pièges-là, donc à ne pas céder à ceux qui veulent faire passer les Tutsis comme une minorité à protéger, et qui serait donc menacée et qu'elle est à protéger. J'ai vu le titre de France 24 qui m'a fait fort d'eau, son reportage où il était dit qu'une journée ville morte vire au pillage anti-Tutsi. Ouais. C'est très très grave cette orientation-là. Donc prenons garde que cela ne soit pas ainsi entendu, ainsi compris à travers le monde. Bon, la question de la présence de l'EAC, moi je comprends que nos compatriotes protestent, mais c'est la responsabilité de Félix Tshisekedi. C'est lui qui nous a amenés à la Eastern African Community. La question que je me pose, il s'était assuré de toutes les garanties. Nous avions émis des réserves depuis le début. Nous disions d'abord que cette communauté-là ne nous donnait pas des assurances du fait que 2 ou 3 de ses membres nous sont traditionnellement hostiles, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Et par ailleurs, nous évoquions aussi notre réserve en ceci que nous n'avions pas des experts dans cette communauté pour comprendre comment ça fonctionne, les mécanismes, ainsi de suite. Mais lui s'est dit, il nous a dit, j'y vais. Et ce qui est curieux, c'est qu'il est mis en minorité aujourd'hui. Mis en minorité, lui-même l'a quasi avoué, en tout cas les communiqués du ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundola, dit comme ça, noir sur blanc, que les États membres de l'East African Community ont reconnu des pesanteurs qui gênent la mise en œuvre. Donc ça signifie qu'il y a des remarques qui nous ont été formulées et ensemble avec les États membres, nous n'avons pas trouvé de réponse à ces remarques-là. Et c'est vraiment dommage, nous sommes dans une impasse. Je ne sais pas, à mon point de vue, quel nouveau souffle il va trouver et il les trouvera où. C'est pourquoi j'évoque, moi, comme tant d'autres, de plus en plus l'hypothèse de négocier avec le M23. Mike Mkebaï, cette initiative de l'EAC et de la force régionale a été prise pour appuyer les FARDC pour combattre contre les rebelles M23. Est-ce que pensez-vous qu'il y a une autre alternative? Si aujourd'hui on se décide de quitter l'EAC, de renvoyer les forces régionales? Non, il n'y a pas d'alternative parce que l'EAC c'est la communauté la plus concernée par cette crise-là. Elle est immédiatement concernée du fait que c'est une crise qui touche au commerce. Dans la partie orientale de l'Afrique. Vous savez que le Kenya, avec son port de Mombasa, connaît un grand flux de marchandises qui débarquent là-bas pour l'Est de la République démocratique du Congo. Autant une grande quantité aussi de marchandises qui sortent de l'Est de la République démocratique du Congo par le port de Mombasa. Donc ces pays-là sont très concernés. Si déjà à ce stade, nous n'arrivons pas à trouver des solutions avec ces pays-là, je ne vois pas quelle autre partie d'Afrique va nous apporter le soutien. Il s'agit d'être réaliste, de regarder la situation en face. Avons-nous le moyen militaire de gagner la guerre? J'ai dit non. Pouvons-nous compter sur l'EAC et sur l'East African Community? Nous nous rendons compte que non plus. Il nous reste une voie, la voie de négociation. Est-ce que vous ne pensez pas... Parce que vous savez, nous sommes en train d'aller vers une approche qui, à mon point de vue, ne prend pas en compte la réalité de la situation sur le terrain. La crise à l'Est, l'insécurité à l'Est, n'est pas que l'effet du M23. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, nous pousse à une certaine cristallisation autour du M23. Non. L'insécurité à l'Est, elle est l'effet des groupes armés qui écument cette partie de la République. L'insécurité à l'Est va de l'Ituri
en passant par le Nord Kivu, Sud Kivu et les Tanganyika. Sinon, comment expliquer la présence des forces burundaises dans le Sud Kivu? Donc prenons la question globalement pour y apporter une réponse. Et là, quand on parle des pesanteurs, c'est justement ça la responsabilité de la République démocratique du Congo. Pendant que la communauté pousse à ce que nous puissions négocier avec des groupes armés, que le monde perçoit cette situation d'insécurité comme une affaire de groupes armés qui écument l'Est, nous, de notre côté, nous associons certains groupes armés au fond, ensemble avec les FARDC. C'est cela le grand problème. Et pire, il y a davantage de soupçons d'accointance, de connivence entre l'armée loyaliste congolaise et l'FDLR. Vous avez entendu ici un audio, je crois que vous l'avez auditionné, qui a beaucoup circulé dans les réseaux sociaux. En tout cas, moi, j'ai eu à l'authentifier. Et ce qui est grave, c'est que dans cet audio, il est fait état d'un certain Omega. Et vous connaissez Omega, c'est qui? Omega, c'est le commandant numéro 1 de FDLR. Donc, il est évoqué dans un échange entre officiels congolais. Et c'est cela le grand problème. C'est cela, c'est pesanteur avant tout. Les Nyatura sont aux côtés des FARDC, c'est connu, c'est établi. Et même, vous avez vu, je crois que, je ne sais pas si vous avez vu ces images, des images de cadavres blancs, au fond. Cadavres blancs, justement. Qui vraisemblablement sont de mercenaires. Alors, Mike Moukebaï, est-ce que vous pensez, comme d'autres opinions, qui pensent qu'il faut aujourd'hui quitter l'EAC, s'y rallier peut-être à la SADC ou d'autres... Non, nous avons toujours été membres de la SADC, mais pour cette crise ici, Félix Tshisekedi a pensé que la liste African Community était mieux placée. Bon, il s'est fait qu'aujourd'hui, il est mis en minorité. La solution n'est pas de quitter la liste African Community. Moi, s'il s'agit de quitter cette communauté, ce n'est pas parce qu'elle ne nous aura pas aidé à vaincre la M23, mais pour bien d'autres raisons. D'abord, son article 4, qui est mis en cause par plusieurs experts, qui parle des cessions des terres. C'est vraiment très, très dangereux pour nous et pour bien d'autres raisons. Quant à la crise à ces jours, allons négocier à M23. Que Félix Tshisekedi ne se laisse pas prendre par le piège de sa propre conviction. Ça nous arrive, nous, à l'intellectuel, après avoir levé une option, alors que la réalité a changé, l'intellectuel reste accroché à sa conviction en disant que si je recule, les gens ne me prendront pas au sérieux. Alors, il est temps de reculer et de négocier avec le M23, qui d'ailleurs, depuis ce matin, les troupes du M23 sont en porte de Goma, en tout cas à quelques kilomètres des Saké. Et vous savez, je me demande même comment vit la population de Goma. Goma est complètement, au-delà de la psychose, Goma est étranglé. Toutes les voies d'approvisionnement de Goma sont coupées. Il lui reste que la frontière Gisenyi avec le Rwanda, qui d'ailleurs ferme depuis un certain temps à 15 h. Et les hommes d'affaires se sont mis ensemble pour solliciter des autorités de repousser l'heure de fermeture de cette frontière. Il leur a été demandé des pots de vin. Alors, une question peut-être de curiosité. Mike Moukebaï, est-ce que vous pensez que le régime Tshisekedi gère bien la question de l'insécurité à l'est du pays? Non, comment vous allez me demander si le régime gère bien? Vous voyez vous-même les conséquences. Vous voyez vous-même c'est à quoi nous assistons. Félix Tshisekedi décide un matin de nous amener dans la communauté d'Afrique de l'Est. Il la vante, il est sûr. Vous savez, un jour, c'est à ce moment-là, il s'est présenté comme le journaliste qui sort, qui lance, qui diffuse des scoops. Félix Tshisekedi nous a dit ici dans une interview, à partir de New York, si je ne m'abuse, en face des journalistes de France 24 et RFI, dit « Ah, les M23, là, vous êtes en train de blaguer, vous? Savez-vous que les forces kenyanes débarqueront par Bunagana? Hein? Vous allez vous en prendre à vous-même. » Je ne peux pas comprendre, certains parlent de naïveté, mais en tout cas, aujourd'hui, tout démontre que Félix Tshisekedi est mis en minorité, c'est clair. Alors, si on a parlé de la politique, vous êtes un cadre d'ensemble pour la République, vous étiez à l'Union sacrée de la Nation, et du coup vous êtes parti, il y a l'opinion qui pense que vous avez fait ce qu'on appelle une fuite en avant, vous fuyez un camp politique parce que le pays est attaqué. Vous ne pensez pas que vous avez fui les combats que vous pourriez bien évidemment mener ensemble avec Félix Tshisekedi? Non. Dès le début, au départ, quand nous sommes arrivés à la table de négociation, pendant qu'il fallait mettre en place l'Union sacrée, nous avons posé un préalable. Pas en tant que préalable, mais en tout cas, nous sommes venus avec un cahier des charges. Un cahier des charges supposé pour nous, en face de nous,
les autres présentent aussi leur cahier des charges et ensemble nous nous mettons d'accord, nous trouvons un compromis autour d'un programme de gouvernement. Vous ne pouvez pas parler coalition sans un programme commun de gouvernement. La coalition en fait politique, c'est quoi en réalité? C'est que vous vous mettez ensemble et vous partagez des idées et vous dégagez un compromis. Et lequel compromis devient la ligne directrice de l'organisation. Félix Tshisekedi n'a jamais voulu de ces cahiers de charges. On nous a dit que les autres étaient pressés, qu'il fallait y aller très vite. Pourtant, Katumbi, pourtant, tirait les leçons de l'histoire. En 2006, il y a eu une coalition sans programme de gouvernement. Sans aucun programme commun de gouvernement. La coalition Palou-PPRD. Vous avez vu ce que cette coalition a donné au pays. Et hier encore, la coalition FCC4 sans aucun programme commun de gouvernement. Katumbi a tiré cette leçon, dit il nous faut un programme commun. Notre offre a été rejetée, purement et simplement rejetée. Quelques mois plus tard, il reviendra à la charge, cette fois-là, avec une revendication, une requête bien claire. Il s'agissait de mettre en place un cadre de concertation. Faute d'un programme commun, mettons-nous autour d'un cadre de concertation qui va nous permettre de discuter et d'évaluer ce que nous faisons ensemble. Là, encore, une fin de non-recevoir lui a été opposée de la part de Félix Tshisekedi. Et comment voulez-vous, quand vous soyez là, à subir l'unilatéralisme de Félix Tshisekedi et accepter d'aller jusqu'au bout? Tout ce qui est fait avec ces gouvernements l'est au nom de la vision du chef de l'État. Sa vision à lui. Nous ne sommes pas venus là, nous, pour porter sa vision. Nous étions venus là pour qu'ensemble nous dégagions une vision. Et donc, comme c'est sa vision... C'est qu'il avait accepté. Vous dites? Quand vous êtes venu, il a accepté. Il n'a pas accepté parce qu'il a rejeté notre cahier des charges. Il a rejeté notre cahier des charges. Alors, comme c'est sa vision à lui, donc le résultat, bon ou mauvais, sont à assumer par qui? Par lui seul. Mais nous avions trouvé qu'il était temps de partir. Parce qu'à chaque fois que ça dérivait, nous avons eu à élever la voix. Par exemple, vous êtes content du fait que vous êtes parti? Ah, si vous me posez la question personnellement, tout gai comme un enfant devant un jouet, tout gai, je suis très gentil et très heureux. D'ailleurs, vous savez, moi j'étais le premier à partir, 1 mois ou 2 mois après la mise en place de l'Union sacrée. Pas forcément à cause de ce qui s'est passé au niveau national, mais plutôt ce que je vivais moi-même, mon niveau de l'Union sacrée provinciale. Y a-t-il une Union sacrée provinciale à Kinshasa? Il n'y en a même pas. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, elle n'existait pas. Elle n'existait pas, cette union sacrée. Plutôt, l'Assemblée provinciale de Kinshasa est dominée par une majorité appelée Dynamique Ngobila. C'est ça la triste réalité. Donc, moi, je suis très heureux. Nous devions dégager notre responsabilité, nous assumer, nous, en tant que nous, devant le peuple. Nous allons vers les élections. Chacun aura à rendre compte de ce qu'il aura fait pendant ces 5 années. Alors comment voulez-vous que nous continuions avec Félix Tshisekedi alors qu'il s'agit de la vision à lui? Donc d'une politique unilatérale. L'Union sacrée ne jure que sur sa réélection. Bon, jurer c'est bien beau, c'est légitime, moi je le leur concède, hein. Je comprends quand l'ivresse de lait monte à la tête aux gens. Moi, vous savez, j'ai une belle expérience en politique. Moi j'ai été aux côtés des grands. J'ai accompagné beaucoup de grands, accompagné façon de parler. J'ai fait 5 ans de métier de journaliste. J'ai été de côté de grands et j'ai vu des gens tomber du piédestal jusqu'à la dernière seconde sans se rendre compte qu'ils étaient tombés. Ouais. Les drames avec la politique, c'est qu'elle vous coupe des réalités. Vous vous enfermez dans une sorte de concombre, dans une sorte de bulle. Et vous ne voyez pas plus loin que votre propre nez, et vous vous flattez, vous regardez votre nombril, et vous n'écoutez que ce qui va dans les sons de ce qui vous plaît. Et c'est ce qui tue. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Félix Tshisekedi. Alors, c'est pour... et à sa clique de prédateurs. Peut-être pour terminer, Mike Mukebai, qu'est-ce que Ensemble pour la République préconise pour résoudre la question d'insécurité à l'Est? Je ne suis pas ici porteur d'un mandat d'ensemble. Non, vous êtes cadre. Moi, je vous ai donné une proposition. À moi, quand vous dites crise de l'Est, j'ai dit d'abord, ce n'est pas que le M23. C'est une crise multiforme à l'Est là. Ici, il y a le M23. Pour vous, il faut négocier avec le M23. Oui, en ce qui concerne le M23, nous devons négocier. Sinon, alors, prouvrement le contraire, changer le rapport de force sur le terrain. Et donc, là, je peux vous dire, ok, allez-y par la voie militaire. Dans l'entretemps, Goma continue à être asphyxié. Dans les semaines qui viennent, la vie sera intenable. Et j'ai craint que ce soit la stratégie du M23 d'étouffer Goma, de prendre Goma en étau
Et comme ça, la population va aller dans quoi? Dans les émeutes. Nous risquons d'enregistrer des émeutes plus graves que les 2 dernières journées villes mortes que nous avons connues. Et c'est ce que je redoute le plus, parce que là, nous allons encore connaître de grandes pertes en ce qui concerne les tissus économiques. Vous avez vu, les manifestants s'en sont pris aux boutiques des particuliers, et ainsi de suite. Si nous connaissons une aussi grave crise dans ces pays sur le plan économique, c'est en grande partie à cause des pillages des années 80, 10 que nous avons connus. Alors, anticipons que ça n'arrive pas à Goma. Et il faut craindre qu'il y ait l'effet contingent, si ça arrive à Goma, que demain aussi Bukavu connaissent des émeutes. Il faut craindre et redouter. Peut-être à Ituri aussi. Il faut redouter ça, donc anticipons. Voilà, c'était Mike Mukeba, député provincial élu de Lingwala, cadre d'ensemble pour la République. Il est aussi proche de Moïse Katumbi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Madame, Monsieur, ce journal est complètement terminé. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.